à 1848. Au total, ce sont donc 25 000 noms environ qui ont été répertoriés dans nos travaux. Alors je vais vous lire tout de suite le texte d'un acte d'individualité. Si vous allez à la recherche de vos ancêtres, comme l'ont fait certaines personnes parmi vous, que j'ai déjà eu l'occasion de parler tout à l'heure, vous allez dans les mairies, vous allez vous retrouver dans une page comme ça. Vous voyez, déjà, il faut avoir des bonnes lunettes ou des bons yeux. Donc c'est l'écriture à la plume, c'est du papier ancien, il faut déchiffrer. Alors un acte d'individualité, ça se présente comme ça. Alors, le citoyen Étienne, né en Afrique, âgé de 45 ans, fils de mère inconnue, puisqu'il est né en Afrique, on dit toujours fils de mère inconnue, domicilié au Marin, a été inscrit précédemment au registre matricule des esclaves sous le numéro 422, s'est présenté devant nous et a reçu les noms et prénoms de Tiena Étienne. Donc vous voyez tout de suite déjà une anagramme de prénom, puisque Étienne, Tiena. Ça c'est un mode de formation de nom dont on va reparler tout à l'heure. La situation de nombreuses familles en 1848 était la suivante. Une partie de la famille était déjà affranchie, l'autre pas encore. Ceci constitue un indice de poids par rapport à la question de l'attribution de tel ou tel nom dans les actes d'individualité, nom qui préexistait donc appartenant à des affranchis d'avant 1848, issus d'une même famille. Donc vous voyez, ça se complique un petit peu. Ce fait constaté nous amène à être vigilants sur l'origine première d'un patronyme en Martinique et à ne pas systématiquement considérer que la personne enregistrée dans les actes d'individualité est forcément la première personne d'une même lignée pourvue d'un même patronyme, même si cela peut être le cas. Il faut absolument rechercher une éventuelle autre source généalogique dans les actes d'affranchissement, en tout cas ceux qui mentionnent un patronyme, ou parmi les registres d'état civil de la population libre, si l'acte d'affranchissement est introuvable. Donc vous voyez qu'il faut faire de la généalogie aussi quand on fait de la recherche sur son nom. D'où l'importance aussi de procéder à une étude de la structure familiale des nouveaux libres, qui nous a permis de mettre en lumière ces notions de transmission et d'existence, de persistance de liens familiaux, en dépit du système déshumanisant de l'esclavage. On constate, en tout cas en 1848, que la continuité familiale fut respectée dans l'énorme majorité des cas par l'attribution du même patronyme aux membres d'une même famille dans les actes d'individualité. Donc vous voyez, ce n'est pas une distribution arbitraire aux gens d'une même famille, on leur donne des noms différents. Non. On connaissait son public, les agents d'état civil connaissaient leur public. Dans notre étude chronologique des textes de loi concernant l'affranchissement et la nation des noms, nous avons constaté que de nombreuses lois et ordonnances du XVIIIe au XIXe siècle furent promulguées pour empêcher aux libres de couleur de porter le nom d'un blanc. C'est donc que la chose se pratiquait, s'il a fallu sans cesse le rappeler. Abolie en 1830, cette interdiction est cependant encore rappelée en 1836. Donc il fallait le consentement écrit de tous les membres de la famille pour pouvoir porter le nom d'une famille blanche existant dans la colonie. Donc vous voyez, quand on dit c'était le nom des maîtres, non. Non. En très petit nombre, vous avez des gens qui ont récupéré le nom de leur maître, puisque c'était interdit. Alors, ce mouvement contradictoire des textes de loi favorise par exemple les anagrammes de nom de maître. On verra tout à l'heure, c'est pas forcément le nom du maître, mais c'est une anagramme de son nom. On va revenir sur ça. Alors intéressons-nous maintenant un petit peu au contexte politique autour de cette affaire d'attribution de noms, moment particulier de l'histoire martiniquaise en fait, que cet accès à la citoyenneté de 73 000 personnes, jusque-là considérées comme des biens meubles et non des êtres humains, citoyenneté matérialisée par l'attribution d'un patronyme, et si possible d'un patronyme effaçant les stigmates de l'esclavage, puisqu'il y avait cette idée de fusion. On va en reparler. On n'avait jamais souligné jusqu'ici que ce sujet était au cœur des préoccupations immédiates du nouvel organe directeur de la Martinique, mis en place au lendemain de l'abolition. Les noms patronymiques au nouveau livre est en effet le titre de la première délibération du Conseil privé de la Martinique, le 15 juin 1848, finalisée le 25 juillet, car c'est cette opération qui devait théoriquement permettre le vote au suffrage universel de tous ces nouveaux citoyens. Donc le premier sujet débattu par la nouvelle Assemblée régissant la Martinique en 1948, c'était les noms de famille qu'on va donner au nouveau livre. Dans ces délibérations, on voit déjà apparaître une différence de conception à cet égard entre Périnon. Périnon, c'est donc ce commissaire de la République, mulâtre, polytechnicien, commandant d'artillerie, chargé par Schellcher de faire appliquer les décrets d'abolition, d'organiser les élections, en un mot de faire repartir le pays et surtout son économie. Donc, différence de conception entre lui, Périnon, et Poripapi.
Henri Papy, c'était cet avocat métis, maire de Saint-Pierre, qui tint un rôle de premier plan le 22 et 23 mai 1848. Et c'est bien la conception de ce dernier, Henri Papy, qui l'emporta en définitive, car l'opération d'enregistrement n'ayant pu être menée à bien dans les délais pour les élections, les niveaux libres eurent donc à se faire inscrire sur les listes électorales sous leur nom porté au temps de l'esclavage. La majorité des actes d'individualité fut en fait établie durant l'année 1849. Alors je vais vous citer un petit extrait de ce débat qui a eu lieu entre Henri Papy et Périnon. L'attribution des noms patronymiques me semble une cause de fâcheux retard quant aux élections, une entrave que l'administration apporterait à l'expression du droit électoral des citoyens. Le décret du 27 avril prescrit, il est vrai, cette distribution de noms, mais il a été rédigé dans la pensée qu'elle s'effectuerait sous le régime de l'esclavage dans les 2 mois laissés pour préparer les voies de la liberté. C'était une des conditions mises par le gouvernement à la concession de l'affranchissement. Aujourd'hui, telle n'est plus la situation. La liberté a été conquise. L'autorité n'a pu la refuser, ni la reprendre, ni la restreindre. Il n'y a plus à la Martinique que des citoyens, admis entièrement au bénéfice du droit commun. Nul n'a le droit de venir leur distribuer des noms en dehors des formes prescrites par la loi. S'ils veulent un nom ou non, c'est à eux de se pourvoir à cet effet devant qui de droit. Donc on voit bien que liberté fut donc laissée aux agents d'état civil pour le type de nom à donner. Ce qui explique que ces agents eurent recours d'abord à leur cursus éducationnel, pétri d'humanité grecque et latine, d'où les noms produits dans le champ de l'Antiquité mythologie, vous connaissez sûrement des exemples, on va y revenir, ainsi qu'à partir des connaissances acquises dans divers champs linguistiques dans leur éducation, c'est donc la géographie, l'histoire, la botanique. Ils appliquèrent aussi l'idéologie de la fusion, prônée par Périnon, en enregistrant des noms bien français. Alors, l'idéologie de la fusion, c'est-à-dire qu'au lendemain de l'abolition, il y avait un courant de pensée qui était porté par les gouvernants, qui disait, bon, il faut oublier le passé, il faut que tout le monde parte ensemble, la population métisse, la population blanche, la population noire, et puis on fait une fusion. Voilà. Donc ils avaient décrété ça, mais évidemment, c'est pas si simple. Et le type de nom était une matérialisation possible de ça, d'où les noms français. Les noms qui sonnent bien français, on va y revenir. Alors, ça laisse aussi libre cours à la possibilité du choix du nom par le nouveau libre lui-même, puisqu'il n'y avait pas de directive vraiment pour les agents d'état civil, ils ont puisé dans leur éducation, mais aussi le libre, le nouveau libre, pouvait peut-être aussi proposer quelque chose. On va voir pourquoi on peut dire ça. Le 24 juin 1848, le maire de Fort-de-France, Alexandre Boulle, fit passer dans le journal officiel de la Martinique le communiqué suivant. Tous les nouveaux citoyens qui résident soit à la ville, soit à la campagne, sont invités à se choisir un nom patronymique, se choisir, qu'ils devront faire connaître aux agents de l'administration qui se rendront chez eux. Dans le cas où ils n'en désigneraient pas, il leur en sera attribué un d'office. Voilà, c'est clair, hein ? La preuve d'une prise en compte par les officiers d'état civil d'une proposition éventuelle de nom par le nouveau citoyen lui-même, en tout cas d'une sollicitation de la part de l'agent d'état civil, est apportée paradoxalement par la présence des noms comme vous, Banouli et Mathieli en Martinique. Donc ça c'est Laurent Carbet Macouba. Et vous avez en Guadeloupe Saouvlé, Nouvlé et Bamoili. C'est des noms de famille ça. Hein. Donc vous voyez. Excusez-moi, je n'ai pas compris, c'est des noms de famille qui seraient attribués automatiquement si toutefois ils ne choisissaient pas leur nom, c'est ça? C'est ce qui est dit dans le communiqué du maire. Et qui est-ce qui a décidé de ces noms de famille? Ben voilà, c'est tout l'objet de ce que je suis en train de vous dire. C'est assez compliqué en fait. Il y a plusieurs possibilités. Vous voyez? Et là, je suis en train de vous dire donc apparemment, les agents d'état civil ont demandé comment veux-tu être nommé? Puisque Banouli, Bamouali, Nouvlé. C'est ça qu'il a répondu. Ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Vous voyez? Voilà, il y avait Colette Nouvlé, par exemple, c'est une femme. Rosemin Saouvlé, c'est un homme, aux abîmes. Adonis Bamouali à Port-Louis, ça c'est Guadeloupe. Et puis en Martinique, il y a eu comme vous, COM Verru. COM Verru. Oui, comme vous. Comment veux-tu être nommé? Ben comme vous. Le gars, il écrit comme vous sur le registre. Oui. Et voilà. Et voilà. Et puis, alors voilà. Banouli, ça c'est Carbet, et Mathieli. M-A-T-H-I-E-L-Y. Mathieli. Mathieli. Voilà, c'est clair. On est d'accord. Voilà.
Donc tous ces noms-là pourraient résulter de la réponse, ou ici en l'espèce de pis-aller de la réponse, à la question « Comment veux-tu être nommé ?» Bien. Alors les agents d'état civil utilisèrent donc diverses techniques de création linguistique, anagrammes, dérivations, que nous allons détailler. D'autre part, il y eut également continuation des pratiques usitées lors des affranchissements. Puisque les gens étaient affranchis, depuis 1836, il y avait une directive qui disait qu'il fallait leur donner un nom de famille. Et même avant 1836, il y a des pratiques, puisqu'on trouve des noms de famille pour les lignes de couleur depuis le XVIIe siècle. Voilà. Alors, de même que nous n'avons pas de source nous indiquant précisément les lieux de déroulement de ces opérations, il reste difficile de trancher sur le pourquoi de telles attributions à tel ou tel nouveau livre, en l'absence de source directe, comme pourrait en constituer un journal intime d'un acteur de l'époque, ayant participé aux opérations de délivrance de ces noms. Nous n'avons jusqu'ici pas eu la chance d'effectuer ces trouvailles, si un tel document existe. Donc un journal intime d'un agent d'état civil, ça m'aurait bien arrangé pour mes recherches. L'interprétation la plus réaliste nous oriente vers une création linguistique de la part des agents d'état civil. Mais il n'y a pas que ça, on va voir. Alors maintenant, je vais vous faire un petit étalage des typologies des différents noms, justement, dont on vient de parler, dans les actes d'affranchissement et surtout les actes d'individualité, donc après, au moment de 48. Alors, les noms français, on a dit tout à l'heure les noms qui sonnent bien français. On va voir pourquoi je dis ça comme ça. Donc, je préfère désigner ces noms sous le terme de noms à consonance française. En voici quelques exemples. Richaudière, Duranville, Bazin, Guilloux. Voilà, bon. Ça représente quand même 30% des noms des actes d'individualité. Alors, ce ne sont pas les noms des maîtres dans ces actes, ou dans les actes d'affranchissement, entre 1836 et 1848. Avant, ça se discute, puisqu'on retrouve des noms de maîtres dans les gens qui ont été affranchis, comme je vous l'ai dit, depuis le XVIIe siècle, il y a des gens qui portent des noms français en Martinique et qui sont des gens de couleur. Alors, donc il faut faire une recherche généalogique à cet égard. Alors en tout cas, déjà il y a une première preuve, s'il s'agissait du nom du maître, cela aurait dû provoquer l'apparition d'une grande quantité d'homonymes dans les actes d'individualité, étant donné les esclaves appartenant au même maître. Quand vous avez une habitation de 150 esclaves, si tout le monde récupère le nom du maître, on ne sait pas ça quand on trouve dans les registres, pas du tout, il y a plein de noms différents. Vous voyez ? Alors il n'y a pas de correspondance non plus entre les noms des blancs présents dans le registre d'état civil d'une même commune. Donc c'est-à-dire j'ai fait une étude sur 2 communes, le Lamentin et le Gros-Morne, j'ai regardé les noms des blancs dans les registres, et puis les noms qui ont été donnés aux affranchis. Il n'y a pas de correspondance. Il y a très peu de noms qu'on retrouve dans les 2 cas. Donc ce n'est pas les noms des blancs qui étaient là. Alors, quant au fait que ces noms existent bel et bien en France, les noms français que j'ai cités, comme Guilloux, ça existe en France, mais Duranville, je ne suis pas sûr. Donc, certains existent, d'autres non. Donc il faut éviter de tirer des conclusions hâtives sur la provenance géographique des ancêtres blancs éventuels d'une famille martiniquaise, uniquement à partir du patronyme, surtout dans les actes d'individualité. Donc il convient d'éviter de faire l'amalgame entre étymologie d'un nom et origine généalogique d'une personne, surtout pour les noms français. Alors il se peut pourtant que, de même que pour des noms d'autres provenances, ces noms dans les actes d'individualité, mais surtout dans les actes d'affranchissement antérieurs à 1848, donc j'ai dit tout à l'heure 17e, 18e, puissent provenir d'Européens réels. Il est donc préférable à notre avis de les désigner sous le terme de nom à consonance française et de mener une recherche généalogique pour confirmer ces indices. Alors, j'ai dit tout à l'heure, pourquoi ces noms français? Alors, je propose pour expliquer ces noms le concept de plausibilité francophonique. C'est un terme que j'ai emprunté à Roland Barthes, le célèbre linguiste, qui mélange les 2 adjectifs francophones et euphoniques. Barthes, dans un article sur les mécanismes de création littéraire chez Proust, mais qui se vérifie aussi chez Maupassant ou Flaubert, qui sont tous pratiquement contemporains de la période qui nous intéresse, parle de suggestion à un modèle phonique très courant en français. C'est-à-dire que le mécanisme de formation des noms de personnages dans les romans de Maupassant, Flaubert et Proust est le même mécanisme que les agents d'état civil ont fait pour les esclaves, pour les nouveaux livres. Le même type de mécanisme de formation de noms. Donc cette création anthroponymique aurait été ici appliquée en l'occurrence par les agents d'état civil, obéissant aux directives de Périnon et à l'idéologie de la fusion associée à l'oubli du passé, qui était de mise parmi les acteurs décisifs de la période post-abolition, notamment les 2 plus influents, Bicêtre et Schœlcher. Donc vous voyez,
personnes les plus influentes de l'époque souhaitaient qu'il y ait cette fusion et cet oubli du passé. Donc, les noms français étaient favorisés, on va dire, par cette idéologie-là. Ça représente quand même 30% des noms qui ont été donnés. Alors, une autre catégorie de noms qu'on retrouve, c'est les noms-prénoms. Alors, les noms-prénoms, hein, Joseph, Jean-Baptiste, Marie-Louise, très très courant. Donc ça ne pose pas vraiment de problème d'explication, puisque c'est une pratique courante, puisque c'est déjà des noms de baptême. Donc c'est des noms qui étaient usuels, on va dire, déjà parmi les esclaves, puisque normalement ils devaient être baptisés, donc ils devaient récupérer un prénom chrétien. Donc automatiquement, ça devient un nom de famille très facilement, de même qu'en France. Il y a un tas de gens en France qui s'appellent David, Bernard. Le nom le plus répandu en France, c'est Martin. Hein. C'est un prénom. Hein. Vous voyez. Donc ça pose pas de problème d'explication. Oui, madame. Question. Est-ce que quand on attribuait le nom, on attribuait que le nom ou également le prénom quand on faisait l'acte Non, les gens, ils avaient... Quelqu'un qui est sur... Il faut voir le côté pratique des choses. Si vous êtes sur une invitation, il faut qu'on puisse vous appeler, vous dénommer. D'accord? D'une manière pratique. Donc, le nom africain, dans la bouche d'un colon blanc, il va pas arriver à le prononcer. Hein. Sauf si c'est Fanta, bon, peut-être il va pouvoir le dire, ou Fatoumata, peut-être. Mais si c'est, je sais pas moi, Edjoaka, il aura plus de difficultés, vous voyez. Donc, il va donner un prénom, déjà parce qu'il faut que la personne soit baptisée normalement. Il y a quand même la religion qui est influente en Martinique. Donc, il faut baptiser la personne. Donc, on va lui donner Jean-Baptiste, Joseph, voilà, un prénom. Donc, ils avaient des prénoms, les gens. Les esclaves avaient des prénoms, parce qu'il fallait bien qu'on les appelle d'une manière. Et ils avaient aussi des surnoms d'ailleurs, hein, on va y revenir. Et c'est là où on va voir les noms africains apparaître. On va pas aller trop vite. Alors, il y a une spécificité par contre aux Antilles, hein, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, c'est la collation de deux prénoms. Hein, vous connaissez tous Jean-Baptiste Adolphe, c'est un nom de famille. Marie-Louise Henriette, c'est un nom de famille. Sainte-Rose Rosemont, c'est un nom de famille. Nous avons deux prénoms qu'on a mis ensemble avec un trait d'union. Alors, comment expliquer ce mécanisme de formation? Donc, je vous donne un exemple. Zabeth est affranchie par son fils, puisqu'à l'époque on pouvait être affranchi par son fils. Alors son fils s'appelle Emmanuel Émile, à Ducos, le 24 juillet 1847. Elle a reçu les prénoms et noms de Elisabeth, donc Zabeth, Elisabeth, elle garde son prénom, nom de famille, Emmanuel Émile, puisque son fils s'appelait Emmanuel Émile. Il avait deux prénoms. Donc ces deux prénoms de son fils deviennent son nom de famille à elle. Voilà. D'accord? Bien. Alors, les anagrammes de prénoms peuvent aussi être effectués à partir du prénom de l'esclave, de sa mère. Donc maintenant on parle des anagrammes, on n'est plus sur les noms composés. Donc les anagrammes de prénoms, par exemple Rized, c'est le prénom Désir. Ok? Donc, je vais vous en écrire quelques-uns au tableau. Alors celui-là. Facile. C'est un palindrome, ceux qui connaissent. D'accord? Vient de Rose. Effectivement. Alors, vous avez... on va prendre celui-là. Migéré. Jérémy. Il y en a qui jouent au Scrabble? Ouais. Oui. D'accord. Alors, il y a des puristes qui vont me dire qu'il manque un E. Effectivement, c'est possible. On va en prendre un plus compliqué. Et l'URSS. Bien. Donc ça, c'est des anagrammes complètes. Bon, maintenant, on va prendre des anagrammes incomplètes, parce qu'il y a eu ce mode de formation aussi. Donc les anagrammes, donc les prénoms qui sont à la source, ça peut être le prénom de la personne elle-même, comme tout à l'heure Tiena Étienne. Je vous ai lu en premier, hein. Étienne, on lui a donné Tiena. Ok, donc c'est lui, Étienne, Tiena. Bon. Après, ça peut être la mère qui s'appelait Rose. Alors que la personne ne s'appelait pas Rose, hein, c'est peut-être un garçon, les hommes. Vous voyez, il s'appelle Joseph, fils de Rose. On lui donne Joseph Ezor, parce que sa mère s'appelle Rose. Ok, voilà.
Donc ça peut être sa mère, alors ça peut être, à leur contrario, ça peut être les enfants de la personne qui ont un prénom, on fait un anagramme avec le prénom de l'enfant pour donner aux parents. Il y a eu ça aussi. Et ça peut aussi une personne non mentionnée dans l'acte. On ne sait pas qui, mais c'est une anagramme d'un prénom, on voit bien linguistiquement que c'est un prénom. Alors je vais vous en mettre un autre, un peu plus compliqué, avec petite anagramme incomplète. Très connu. Vous connaissez ce nom de famille? Oui. D'accord. Qui a une idée? Ça vient de quel prénom à votre avis? C'est ça. Jean-Baptiste. Ouais. Ok? Là, ici, et puis on rajoute un T. Vous avez vu? J'ai souligné les lettres qui ont servi à la formation de l'anagramme, il rajoute un T. Ça c'est. Voilà, ils rajoutent des lettres ou ils enlèvent des lettres, c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous avez ce qu'on appelle des apocopes ou des aphérèses. C'est-à-dire qu'on garde que le début du prénom ou on garde que la fin du prénom. C'est un autre mode de formation. Donc, monsieur, vous en connaissez un exemple. On va mettre celui-là. On va mettre ça. Ok, voilà, c'est ça. Mais oui. J'avais toujours dit que tu avais un petit côté. Voilà. Ok. Donc vous avez celui-là. Ça c'est facile. Hein. Voilà. Ok. Bon ça c'est facile. Hein. Barthé. Par contre, Bapté, c'est Jean-Baptiste. Ça vient de Jean-Baptiste, c'est plus compliqué. Bapté, ça vient de Jean-Baptiste, c'est plus comme Antiste. Hein. Ou Bastol, par exemple, ça vient de Bastien. Vous voyez, on peut déformer aussi le prénom assez fortement. Hein. Donc voilà, ça c'est tous ces mécanismes linguistiques qu'ils ont utilisés. Alors la palme des noms anagrammes, c'est la commune de Ducos. C'est là où vous en avez le plus, en pourcentage de toutes les communes de la Martinique. Ouais. Alors une autre forme d'anagramme, qui est moins importante, c'est l'anagramme du nom du maître. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça représente seulement 1% des actes d'individualité, par contre ça représente 13% des actes d'affranchissement. Alors pourquoi cette différence? Alors, détournement de la loi interdisant de porter le nom d'un blanc, ou marque d'un attachement particulier, ou indice d'un lien familial. Cette question de la parenté et de la possibilité de lien biologique, le plus souvent de père à fils ou fille, entre maître et affranchi, à travers la délivrance d'une anagramme du nom du maître, est très difficile à trancher. La difficulté réside dans le fait que dans une série d'actes concernant des esclaves affranchis par le même maître, certains reçoivent une anagramme du nom du maître, d'autres non, et leur situation de sexe ou d'âge n'est pas toujours un indice. Ce peut être la jeune femme de chambre et ses 3 enfants qui reçoivent l'anagramme, mais c'est parfois aussi le vieux cuisinier africain. Je vais vous donner des exemples. Ce que l'on peut supposer, c'est que l'attribution d'une anagramme marque un attachement particulier du maître pour son esclave. C'est mieux celui-là? D'accord. Donc, ça peut être une marque d'attachement envers son esclave, ou réciproquement pour le maître de la part de l'affranchi aussi. C'est dans les deux sens. Hein. Alors, par exemple, le nom Ténérap. Ténérap. Alors. Là, c'est pas une anagramme de nom de famille, mais c'est l'anagramme du mot parenté. Que dire en effet de cette parenté, prononcée dans un acte d'affranchissement de cette mulâtresse âgée de 20 ans et de ses 2 enfants en 1847 par le docteur Honoré-Marie Claire-Clairville, en passant ancêtre du chanteur Julien Clerc, par la dation du nom de Ténérap. Est-ce bien l'aveu d'une parenté à demi travestie par une pirouette langagière? En tout cas, il a franchi la même année, bonne,
mulâtresse de 23 ans, et sa fille, en leur donnant le nom Krelk. Le monsieur s'appelle Claire Clairville, je vous le rappelle. D'accord? Voilà. Alors, en revanche, quand il s'agit du cuisinier nègre affranchi à 39 ans par Madame la Comtesse de Villarson, on lui a donné ce nom-là au monsieur. Eustache Vilson, cuisinier africain, 39 ans. Sa maîtresse, c'est la comtesse de Villarson. Donc, le lien biologique, là, je ne suis pas persuadé qu'on peut vraiment le mettre en avant, quoique, chacun va voir midi à sa porte, mais en tout cas, elle lui a donné le nom Vilson au monsieur. Donc, il y a un attachement de cette comtesse pour ce monsieur. Évidemment. Forcément, puisqu'on n'a pas le droit de porter le nom d'un blanc. Elle lui donne une anagramme de son nom quand même. Hein. Bien. Alors, je vais vous donner quelques autres exemples de noms de maîtres, avec anagramme, donc. Ça c'est facile, c'est un palindrome. Palindrome. Ouais. Voilà, donc là vous avez un blanc qui s'appelait vraiment Nollet, qui existait vraiment en Martinique, hein, par contre. Contrairement au nom français. Hein. Là c'est un anagramme du nom de quelqu'un qui existait vraiment. Alors, on va prendre un qui est assez connu. Pas l'anagramme, mais le nom source est connu. Alors, à votre avis, c'est quoi ça? Ouais. C'est un nom corse. Alors, un peu plus compliqué. Alors, là je vous donne le prénom de la dame, ça va vous aider. Marcly Élise. Son maître, c'était un homme de couleur. Il s'appelait Marc. Marcly Élise. Marc et puis Lee avec le E. Elie. D'accord? Marcly Élise. On lui a donné comme nom de famille Marcly parce que son maître s'appelait Marc et elle s'appelait Élise. On a fait un amalgame comme ça, linguistique. Ok? Un autre, dans la même ordre d'idée. Nom de famille Pal. Son maître s'appelait Pierre Balaire. Ok? Voilà. On prend des lettres du nom et du prénom du maître, on fait le nom de famille de la personne avec ça. Vous avez compris? Question, excusez-moi. Oui, madame. Est-ce qu'il y avait un seul anagramme ou est-ce que ça pouvait, nos lettres, par exemple, pouvaient donner plusieurs Oui, versions? oui, aussi. Tout à fait. Oui, effectivement. Je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure si vous voulez, mais oui, ça arrive. Alors on va parler maintenant des noms d'origine africaine, puisqu'il y a eu aussi des noms d'origine africaine qui ont ressurgi en 1848, mais avaient-ils vraiment disparu? C'est une survivance, comme dans d'autres domaines de la culture martiniquaise. Hein, je renvoie ici les personnes intéressées par ces survivances africaines dans la culture martiniquaise à la lecture de mon livre sur les noms de familles martiniquaises d'origine africaine. Bon, vous savez tous qu'il y a des survivances africaines dans la culture martiniquaise, au niveau de la musique, de la cuisine, de la coiffure, de la langue créole, etc. Le conte, les sociétés d'entraide mutuelle, tout ça c'est africain. Voilà, donc si vous voulez approfondir, il y a des choses sur ça dans mon livre. Alors il faut savoir que dans les actes d'individualité, il y avait 7% d'Africains seulement. Il n'y avait que 7% d'Africains en 1848 dans les actes d'individualité, parce que la traite était abolie, interdite en tout cas depuis 1815. On n'avait plus le droit d'emmener des gens de l'Afrique aux Antilles depuis 1815.
évidemment, il y avait la traite clandestine, bien entendu. Enfin, officiellement, il n'y avait plus le droit, donc forcément, ça faisait baisser quand même le nombre d'Africains. Par contre, vous avez des gens qui sont nés en Martinique, qui sont fils et filles d'Africains, en 48. On est d'accord, voire petits-fils. Parce que on retrouve 13% de noms d'origine africaine, alors qu'il n'y a que 7% d'Africains. Déjà, il y a un doublement. Et en plus, à 47%, c'est-à-dire presque la moitié des noms africains, sont enregistrés pour des créoles, des gens nés en Martinique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une survivance, c'est une transmission de père, mère, grand-père, grand-mère à enfants nés sur le territoire du nom africain. Parce que ce n'est pas l'agent d'état civil qui va sortir le nom africain quand il va enregistrer la personne. Il faut bien que ce soit la personne qui lui dise, voilà, non, moi c'est Anelka. Non, moi c'est Marunzi. Ben oui, parce qu'il sait que, voilà, ses racines c'est ça. Sa maman lui a dit, sa grand-maman lui a dit. Hein. Et vous avez au moment dans la pratique quotidienne sur l'habitation, l'existence des surnoms africains. On a dit tout à l'heure, les gens avaient un prénom, mais eux aussi ils avaient un surnom. Il n'était pas toujours noté dans les registres. Mais alors comment on le sait? Ben, on va réapparaître justement au moment de l'affranchissement, le surnom africain qui est utilisé dans l'oralité, et encore plus au moment de l'abolition, parce que là on enregistre les gens officiellement. Tout à l'heure, là sur la même page que je vous ai lue, il y a 3 Africains. Le dernier c'est Etienne Tiena, mais le premier c'est Pierre Dimba. Il a gardé son nom africain, le premier de la page là. Et le dernier c'est Etienne Tiena. Donc 2 Africains, un qui garde le nom africain, un qui récupère un anagramme de prénom. Vous voyez comment c'est curieux. Sur la même page. Hein. Et celui du milieu c'est Baral, c'est un Africain aussi. Baral, nom français, à consonance française. C'est tout le mystère de ces actes. Alors je disais qu'il y avait des gens qui avaient des surnoms dans la pratique quotidienne. Bon, par exemple, je vous donne Céleste Faudet-Boisset. Donc le gars s'appelle Céleste Boisset. Donc son prénom c'est Céleste, en tant qu'esclave. Quand il se fait affranchir, on lui donne un nom français, Boisset, mais son surnom c'est Faudet. Ceux qui connaissent le Mali, c'est un nom typiquement malien, Faudet, hein. Vraiment. Donc là, on lui a enregistré le nom Céleste Faudet-Boisset sur son acte d'affranchissement. Ok? Je vous en donne un autre, encore peut-être plus flagrant. Alors ces 2 exemples-là, c'est Rivière-Salée, hein, puisque vous êtes plus du sud, peut-être, donc j'ai pris des exemples un peu que vous pouvez plus connaître. Donc lui, Alexandre Sévère, ok, mais son nom africain, c'est ça. Agagio, ok, donc on lui a enregistré ça comme nom, Alexandre Agagio Sévère. C'est ça, c'est son nom qui est dans son acte d'affranchissement. Donc vous voyez les noms africains, ils ressurgissent. Ça n'a pas été transmis après. Ce qui a été transmis, c'est le nom. Alors, ça dépend. Je vais poursuivre. Vous allez entendre des noms que vous connaissez encore aujourd'hui. Alors, on a une problématique aussi sur ces noms africains, c'est l'euphonie francophone. C'est-à-dire que vous avez des noms africains qui sonnent comme un mot français. Alors l'exemple le plus typique, ceux qui suivent l'euro, comment? Vous connaissez les liés là, comment? À Guadeloupe, hein. Ok. Alors, évidemment, il ne faut pas dire Coman, hein. Surtout pas. Hein. D'ailleurs, quand vous entendez les commentaires depuis qu'il y a Marius Trésor qui est intervenu, tout le monde dit comment maintenant, parce que lui, il a dit la vraie prononciation. Donc c'est comment? Ben ça, c'est un prénom africain, c'est Comlan, avec un L, Comlan. D'accord? Oui, Conlan, ça c'est des noms qu'on trouve en Côte d'Ivoire, dans toute la sphère Akan. C'est l'époque Akan, hein, qui ont ce type de prénom. C'est des prénoms jour de la semaine. C'est-à-dire que quand on est né à tel jour, on utilise ce nom-là. Les gens qui appellent Kwaku, Kwasi, tous ces noms-là, vous connaissez ces noms africains. Donc, c'est des gens qui sont nés un lundi, un mardi, un mercredi, suivant les ethnies. Chez les Baoulés, c'est pas la même chose que chez les Bétés. Bon, voilà, mais c'est une pratique courante.
Donc comment, c'est typiquement un nom africain, mais c'est aussi comment, c'est un mot français. Voilà le problème. Autre exemple. Vous connaissez ce nom-là? C'est un adjectif en français. On participe passé. Sauf que c'est l'enfant, assouvi, c'est l'enfant de mon père, ça veut dire. Assouvi. Ça c'est au Bénin. Assouvi, vie ça veut dire enfant. Assou, mon père. L'enfant de mon père, assouvi. Ça c'est des noms. Vous avez plein de noms qui se terminent par vie au Bénin et au Togo. Hein. Là, vous pouvez chercher, vous allez retrouver. Voilà. Donc c'est un nom typiquement africain. Or, il a une consonance française évidente. Vous voyez? Donc je pourrais donner encore d'autres exemples, des noms qui ont été transformés par la prononciation francophone, on va dire. Alors, on peut pointer aussi la présence de noms qui proviennent d'Afrique musulmane, donc des noms qui sonnent plus arabes, comme par exemple Zobda, qui vient de Zoubida. Ah, on connaît. Ben oui. Zoubida, c'est un prénom d'origine arabe, mais qui est utilisé dans l'Afrique musulmane, puisque l'Afrique a été islamisée depuis le 8e siècle, hein, quand même, hein, au niveau du Mali et tous ces pays-là. Donc il y a des noms couramment, Boubacar, vous avez Mamadou, c'est Mohamed. Hein. Voilà. Donc c'est des prénoms d'origine musulmane, mais africains. Donc vous avez le nom, par exemple, Marous, vous avez le nom Fatna. Tout ça, c'est des noms d'Afrique musulmane, en fait. Vous connaissez ces noms en Martinique. Hein. Bien. Alors, on peut pointer aussi la valeur signifiante du nom africain, puisque ce qui est intéressant aussi dans les noms africains, souvent, c'est qu'ils ont une signification, on va dire, poétique ou traditionnelle. Par exemple, le nom Ejo Aka, vous connaissez ce nom, hein? Bon, alors ça, c'est un nom qui vient du Bénin. Ça veut dire qu'il est sorti charbon du ventre de sa mère. C'est-à-dire l'enfant était très noir à la naissance. Donc c'est les circonstances de la naissance qui ont donné le nom à l'enfant. Ejo Aka, il est sorti noir, charbon. Vous voyez? Voilà. Donc tout ça c'est très intéressant. Et puis vous avez les ethnonymes, puisqu'on a utilisé les provenances aussi des pays africains pour donner les noms aux gens. Donc Angola, Zaïre, Sénégal, Kablaou, tout ça c'est des noms de lieux en Afrique qui ont donné des noms de famille en Martinique. Alors dans les noms africains, encore un autre footballeur, Anelka, j'ai dit tout à l'heure, Mavunzi, Padé, tout ça c'est des noms africains. Donc là dans le livre il y en a à peu près 2200, quand même, hein, qui existent, enfin pour certains qui existent toujours en Martinique. Donc passons aux noms, alors très peu de noms de cette origine, les noms d'origine caraïbe. Il y en a quand même quelques-uns, très peu, je vous donne des exemples. Maniri, c'est le maringouin, qui est aussi un mot caraïbe d'ailleurs. Donc Maniri, ça veut dire maringouin. Banaré, vous connaissez ce nom? Donc ça veut dire compère, en caraïbe. Et puis Cachakou, ça c'est caraïbe aussi, c'est un nom caraïbe. Alors par contre, là il faut aller vraiment rechercher les origines généalogiques pour voir si vous avez des ancêtres caraïbes, parce que vous pouvez avoir plein d'ancêtres caraïbes sans avoir un nom caraïbe, étant donné qu'il y en a très peu qui ont perduré. C'est pas sur le même plan. On va parler des noms d'origine anglaise et irlandaise, donc qui sont très peu nombreux. Oui. Ngoala par exemple. Alors, on va retourner sur les noms africains. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que des Africains en Martinique, il y en a eu avant et après l'abolition. Puisque, après l'abolition, vous avez ce qu'on appelle les Nek Congo, qui sont venus. Pourquoi Nek Congo? Parce qu'ils venaient majoritairement du Congo et du Gabon, qu'on a importés, comme les Indiens. Hein, on les a fait venir comme travailleurs libres. Bon, ils étaient libres, enfin, ils avaient des conditions qui étaient proches de l'esclavage, malgré tout. Mais en tout cas, on ne leur supprimait pas leur nom. C'est ça la différence. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent venir du même pays, le Congo, avant et après l'abolition. Donc ça peut arriver que vous retrouviez le même nom provenant de quelqu'un qui est venu avant ou après. C'est pour ça que la généalogie est complémentaire avec l'étude. Mais c'est des noms africains, oui. Alors, les noms d'origine anglaise et irlandaise, donc c'est
c'est peu souvent, mais c'est important de préciser déjà qu'il y a eu des Irlandais qui étaient des engagés qui fuyaient les Anglais, hein, puisqu'il y a entre les Anglais et les Irlandais. Donc on a des noms comme Cottrell, Tuttle, O'Neill, Monan, tout ça c'est des noms irlandais. Et vous avez un nom très célèbre, c'est Dillon. Hein, Lord Dillon, c'était un colonel qui a participé à la guerre d'indépendance américaine et qui avait sa base arrière en Martinique. Donc vous savez aussi qu'il y a eu 3 occupations anglaises en Martinique, hein, au XIXe siècle et au XVIIIe. Donc une importation d'esclaves ayant des maîtres provenant des îles anglophones qui a pu favoriser la nation de noms comme Smith, James, Bill, Middleton, mais aussi on trouve des noms qui proviennent de noms de lieux comme Brighton, la ville de Brighton en Angleterre. Ça a donné les noms ici comme Brighton, Bricktown, Brinktown et Brington. Vous avez plusieurs orthographes, mais c'est toujours le même nom, c'est le nom de la ville anglaise. Où vous avez des personnages célèbres, par exemple Shakespeare. Oui, on a donné comme nom de famille Shakespeare en Martinique. Oui, comme en Jamaïque. Alors, d'autres noms anglais proviennent du métier d'esclave, c'est-à-dire vous avez des gens qu'on a nommés Stewart ou Plumber, ça c'est des noms de famille qu'on a donnés ici, ou d'une caractéristique, par exemple Lady, Darling, Pretty, tout ça c'est des noms qu'on a donnés ici aussi. Quelques noms aussi d'origine flamande, néerlandaise, allemande ou italienne. La venue en Martinique dès le XVIIe siècle d'ouvriers du sucre, de mercenaires, notamment des Flamands, des Allemands, des Suisses, des Italiens, donnèrent lieu à des noms comme Risquate ou Van de Stock. Van de Stock, en hollandais, ça veut dire distillateur. Voilà, donc voilà, c'est évident. Vous avez quelques noms d'origine espagnole ou portugaise aussi. Les contacts avec les principaux colonisateurs et grands pourvoyeurs d'esclaves que furent les Espagnols et les Portugais favorisèrent la présence de noms comme Oliveira, Zamor ou Velasque. Bien. Alors maintenant, on va parler d'une catégorie qui est souvent perçue comme emblématique des patronymes antillais, qui représente pourtant que 4% des noms des actes d'individualité et 8% des noms des actes d'affranchissement. Ce sont les noms tirés de l'Antiquité, la mythologie ou l'histoire latine, grecque ou la Bible. Donc, au-delà des noms antiques que tout le monde connaît, comme Jupiter, Hérode, Hannibal, ils peuvent correspondre à des personnages identifiables comme Crésus, Ajax, Lucrèce, parfois assortis d'une connotation issue du prénom de l'affranchi. Exemple, Darius, le prénom c'était Alexandre. Ça va? Darius, Alexandre, ça me rappelle des trucs. Donc le gars s'appelait Alexandre, on lui donne comme nom Darius. C'est drôle. Pour les agents d'état civil, c'était drôle. Alors, soit ce sont des patronymes formés à partir de dérivations ou d'altérations de noms de ces personnages. Par exemple, Germanique, qui est à partir de Germanicus. Bon. Soit ça peut être des mots, donc des noms communs, des noms d'objets, des adjectifs, des noms de villes ou de lieux, comme par exemple Quirinal, ou des verbes conjugués appartenant au vocabulaire antique ou se rapportant à l'Antiquité, principalement du latin. Donc ça donne des noms comme labor, qui veut dire travail, Rome, pastor, canope, voilà. Donc tout le vocabulaire latin. Ou aussi, ça peut être des noms inventés, mais qui sont antiques d'un point de vue phonétique, comme Faunius, Grodius, Pavius. Là, je n'ai pas trouvé de signification en latin, mais ça sonne latin. Voilà. Alors, ils ont utilisé aussi, donc les agents d'état civil, ils avaient fait des études, comme on dit à l'époque, les humanités. Ils avaient 8 heures de latin et de grec par semaine à l'école, hein, ces gens-là. Donc c'était fort chez eux. Hein. Donc ils ont pris dans ce bagage-là, ils ont pris aussi dans l'histoire et la géographie. Donc faisant référence à des personnages ou des événements de toutes époques, d'où les noms Malbrook, Soliman, Clovis, Mazarin, Cromwell, Waterloo. La référence napoléonienne est assez souvent fréquente, puisque quand on voit l'époque, les agents d'état civil, ils ont fait leurs études pendant l'Empire. Ou bien ça peut être des personnages contemporains de la période, comme Abdelkader ou Pomaré, puisque à l'époque, on était en train de conquérir l'Algérie et Tahiti. En 1847, c'est là que ça a commencé. Donc c'était dans l'actualité vraiment. C'est pour ça les noms Abdelkader. Donc Pomaré Ritou, c'était le nom de la reine de Tahiti. Donc on a donné le nom Pomaré. Oui. Alors, donc à Sainte-Luce par exemple, on a donné le nom Ibrahim.
Et il a été donné non seulement à un créole, mais surtout juste avant le nom Pacha. C'est-à-dire que dans le registre, vous avez Ibrahim, et le nouveau livre suivant, c'est Pacha, donné à une femme, sans doute la compagne de ce nouveau livre, ce qui connote dans ce cas le nom du personnage historique, Ibrahim Pacha, mort en 1848, vice-roi d'Égypte et chef militaire, qui a participé de 1824 à 1840 à des invasions de la Grèce, de la Syrie, de la Palestine. Donc c'est un personnage historique. Et nous, les agents d'état civil, on est là et on utilise ça pour donner les noms aux nouveaux livres. Ibrahim Pacha. Voilà. Alors de même, on a recours à la géographie française ou étrangère. Verdun, Bristol, Annonay, Boston. Moi je dis Boston, hein. On dit Boston, mais c'est Boston. C'est la ville américaine. Là aussi, ça peut être en liaison avec les événements contemporains. Il y a des gens qui s'appellent Varsovie. Vous savez qu'en 1848, il y a des révolutions dans toute l'Europe, notamment en Pologne. D'où le nom Varsovie. Nosibé, conquête de Madagascar en 1847. Nosibé, c'est la principale ville de Madagascar. Là, c'est avec 2 S. C'est pas avec un C. Donc, c'est la ville de Madagascar. Alors, le domaine de la littérature et des arts fut aussi mis à contribution. Personnages, auteurs, œuvres ou personnages contemporains de la période de l'esclavage, donc beaucoup de renvois au théâtre de Molière, de Corneille, de Racine, mais aussi aux ouvrages de Voltaire et à la littérature du XVIIIe et XIXe siècle en général. Ceux qui donnent les noms, Ivanoé, Vestris, c'était un danseur, hein, Vestris à l'époque, un danseur italien du XVIIIe siècle. Figaro, Gulliver, Crusoe, Dantès, Edmond Dantès, hein, le personnage Comte de Monte Cristo, hein, okay. Mozart, mais aussi de toutes les époques et de toutes les cultures. Alors Villon, Pétrarque, Othello, Carabosse, Sinbad. Vous voyez, on puise vraiment dans le champ linguistique. Alors, une autre source d'inspiration, c'est les noms tirés de l'environnement naturel, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les fruits, les légumes, les minéraux, les phénomènes et les lieux naturels. Alors, on a des patronymes qui ont utilisé, par exemple, le nom d'arbres ou de plantes comme café, acoma, bois-fer, acajou, des fruits, bananier, mango, quénette, des légumes, igname, manioc, des animaux, marlin, crabe, papillon, blenny. Vous reconnaissez, des gens que vous connaissez peut-être. Hein, voilà. Alors, on trouve aussi dans cette catégorie, comme dans d'autres, des noms qui sont en décalage, sans doute ironique, avec le biotope martiniquais, parce que jusque-là, tous les noms que je viens de dire, c'est assez logique par rapport à la Martinique. Mais quand on donne des noms comme Perce-Neige, ou Verglas, bon, ou Chevreuil, ou Rhino, c'est pas des animaux qu'on trouve ici. Hein. Voilà. Mais pourtant, on a donné ça comme nom de famille. Ou encore des phénomènes naturels et des termes géographiques, météorologiques ou astronomiques, souvent propres à la Martinique, comme par exemple pour les noms ouragans ou cratères. Alors, autre environnement, l'environnement humain, les objets, les outils, les métiers, les lieux urbains. Donc c'est un phénomène qui est commun à de nombreux systèmes anthroponymiques de par le monde, hein, la formation d'un patronyme à partir du nom de la profession de la personne, d'un outil ou d'un objet, mais ça revêt en Martinique une teinte spéciale due à la nature des métiers parfois exercés par les esclaves ou les gens de couleur libre. En effet, les noms d'objets comme ceux de métiers qui furent convertis en patronymes proviennent souvent de 2 champs linguistiques caractéristiques de la Martinique, celui du travail sur l'habitation et celui de la marine ou de la pêche. Alors voilà les noms, hangar, vilain, gommier, barque, mais aussi du monde des artisans, chevron, madras, pancarte. Le dénommé ciseau était tailleur de profession. Le dénommé coureur, est-ce que vous savez ce que c'était un coureur à l'époque? C'était un métier, hein. Enfin une fonction on va dire, pas très agréable d'ailleurs. Personne n'a vu la gravure où on voit un maître à cheval et puis un esclave qui court à côté de lui? Ouais, c'était ça un coureur. Il était chargé de courir à côté du cheval de son maître et de s'occuper du cheval quand le maître mettait pied à terre. Voilà le métier. Et on lui a donné coureur. Donc on peut s'interroger sur la situation de ces personnes. Est-ce que ce sont des esclaves ou des libres de fait? Puisqu'on les... Déjà en tant qu'esclaves, ils étaient déjà coureurs. Vous voyez? Donc ça veut dire que on savait déjà comment on pouvait le nommer. Donc ils étaient pourvus d'un métier ou d'une fonction bien précis avant l'affranchissement. À l'instar du dénommé paraphe, qui savait peut-être signer son nom.
Alors, il y a plusieurs noms de cette typologie qui font référence aussi à la liturgie catholique, et sans doute à des fonctions exercées par leur récipiendaire. Donc là, c'est peut-être un peu plus agréable que d'être un coureur. Vous avez des gens qu'on a nommés clocher, burette, luminaire, chapelet, l'étole et oculi, pour ceux qui connaissent les cantiques. Tout ça, c'est des noms de famille qu'on a donnés à des gens, sans doute en liaison avec une fonction au sein de l'Église. Oui, madame. C'est celui qui a franchi qui choisit le nom. Ou c'est l'esclave qui Alors, choisit son nom. C'est une question. Oui. C'est une question. Non, c'est pas. Ça peut être l'un ou l'autre. Parce que la personne, elle sait quel métier elle fait, comme de même que pour les noms africains, elle sait que son nom, sa racine, c'est ce nom-là. Donc là, c'est la personne qui peut-être va proposer. Mais parce que justement, c'est pas forcément flatteur. Oui. Et il y a quand même ce nom-là. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler des noms péjoratifs, vous allez être encore plus surprise. Là, c'est pas encore très péjoratif. Hein. Pas encore. Alors, les surnoms groupes nominaux et groupes adjectivaux. Donc, à cette liste de surnoms existant dans l'oralité, on peut ajouter ces noms-là, qui sont des adjectifs, en fait, ou des auxiliaires grammaticaux, comme des adverbes, des propositions, des conjonctions, des noms communs ou des verbes conjugués, ou des associations de noms communs entre eux, d'adjectifs entre eux, ou encore de noms communs et d'adjectifs qui ont servi à caractériser un esclave et qui se sont transformés en nom de famille. Donc là aussi, la question est de savoir si cette caractérisation correspondait bien à l'époque à une réalité de la personne, ou parfois du physique de celui ou de celle à qui on l'attribuait. Je m'explique. La guerre, trop brillant, bel organe, fatal, glissant. Pourquoi ces noms-là? Est-ce que c'est une caractéristique de la personne réelle ou perçue comme telle par la personne qui donne? Est-ce que c'est un surnom utilisé dans l'habitation, dans l'oralité, que la personne intègre et revendique au moment de son enregistrement? Vous voyez, c'est votre question. Mais c'est difficile de trancher. Hein. Ça peut être les deux. Ça dépend des cas, en fait. On va arriver au surnom péjoratif ou injurieux, vous allez voir. Alors là encore, de même que pour les surnoms qu'on vient de voir, les groupes nominaux et adjectivaux, si injurieux ou pénibles à porter que soient ces noms, ils n'ont bien entendu pas de corrélation avec les personnes qui les portent aujourd'hui. Par contre, au moment de leur enregistrement, ils ont pu refléter une certaine réalité caractérisant la personne à laquelle ils se rapportaient, particularité physique ou caractère, ou tout au moins la perception de cette réalité par le groupe humain environnant cet esclave, pas seulement l'agent d'état civil. Le contexte de l'esclavage a bien sûr favorisé l'attribution de surnoms péjoratifs, de dérision ou de moquerie. Alors ces surnoms sont répartis selon moi dans 7 connotations. La couleur. Alors les noms, pas blond, voilà, il est pas blond. Crétinoir, crétin noir, quand même, hein. Ouais. Chabon, donc ça c'est lié à la couleur. La caractéristique physique, corps vieux, raccourci, bras mort. Alors bras mort, c'est peut-être un esclave qui est invalide. Voyez-vous? C'est pas forcément péjoratif au sens premier, c'est que voilà, c'est sa caractéristique. Une caractéristique de personnalité, la bouderie, terreur, si bavard, macabre, rabat-joie. L'injure à l'état brut, avec parfois utilisation de mots grossiers, sous forme directe, d'anagramme ou de palindrome. Tu as tort. T-U-A-T-O-R. Tu as tort. Nom de famille donné. Merkiled. Vous connaissez ce nom? Merkiled. D'accord? Gros cravelas. Gros cravelas. Avec un V, mais c'est un B normalement. Ok. Alors, les gens qui ont ces noms-là, d'ailleurs, ils n'en changent pas. Hein. Aujourd'hui encore, ils n'en changent pas. C'est leur nom. Donc, si vous voulez, le fait de le percevoir comme péjoratif, ça se discute. Chacun le voit selon. Oui, mais même à l'époque, il n'y a pas eu de changement de nom. Il n'y a pas eu. Parce qu'ils sont toujours là, les noms. Vu que c'était, par exemple, le nom de ce qu'il faisait, une insulte comme crétinoir, si je sais que ça veut dire crétinoir, on me donne l'opportunité de changer mon nom. Je l'aurais changé. Peut-être vous, mais c'est pas ce qui s'est passé historiquement. Je sais, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ce qui s'est passé historiquement, puisqu'ils sont là, les noms. Vous voyez, ils ont été gardés par les gens. Oui, madame. À l'époque,
les esclaves ne savaient ni lire ni écrire. Donc, est-ce que ça n'a pas aussi fait qu'ils n'avaient peut-être pas connaissance de la signification exacte? Ah bah, ils ne savaient pas les écrire, mais ils savaient la signification d'un mot, surtout quand c'est du créole. Gros crabla. Je pense qu'ils comprenaient ça quand même. C'est étonnant quand même. Oui, c'est étonnant. Mais c'est leur nom. Vous savez, en France, on va sortir du contexte de l'esclavage, on prend en France, après 1945, il y a des gens qui ont demandé à changer de nom parce qu'ils s'appelaient Hitler. On peut comprendre. Par contre, il y a des gens qui ont demandé à changer de nom, ils s'appelaient Lévi, non juif. Après 1945, après la guerre, ils s'appelaient Lévi, ils ont demandé à ne plus s'appeler Lévi, non juif. Alors, vous voyez, pourquoi? Là, le psychanalyste doit venir là, pour expliquer. Hein. D'accord? Alors, on continue. Les noms péjoratifs. L'utilisation d'un nom commun ou d'un adjectif n'ayant pas en soi un sens péjoratif, mais qui en acquiert un dès lors qu'on l'emploie pour désigner une personne. Attendez, je donne les exemples. Charlatanisme. Charlatanisme sans le R. Charlatanisme. Voilà, on en rend bien gentil. Vampire. Brimborion. L'Apocalypse. Oui, madame. Question. Oui, en fait, c'est juste que je n'ai pas réussi à la poser juste avant. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment une question, ça serait peut-être plus une réflexion. Ma collègue parlait du possible illettrisme et vous disiez qu'il connaissait le sens. Pour autant, ne peut-on pas se poser la question de savoir si à ce moment-là, l'idée de l'esclave n'était pas aussi que les noms des autres se constituaient tous comme ça. Et donc il ne s'agissait pas d'une construction exceptionnelle ou péjorative, mais qui avait lieu partout. Oui, tout à fait. Oui. Au final. C'est ça, oui. Oui. C'est le nom qu'on leur a donné. La personne leur a donné le nom, on a écrit dans le registre, on leur a donné un papier. C'est leur nom, quoi. Après, le sens, bon, on constate qu'il n'y a pas eu de changement de nom, presque pas. Donc c'est qu'ils l'ont gardé, effectivement. Je rejoins ce que vous dites. Est-ce qu'ils avaient la possibilité de changer de nom assez rapidement, excusez-moi, Ben, dans le contexte? Est-ce qu'ils avaient la possibilité, je ne sais pas, 2-3 jours après, quand ils avaient bien compris en fait en quoi consistait le nom, non. est-ce qu'ils avaient la possibilité de le changer? Non, pas 3 jours après, non. Donc les procédures administratives à faire. Peut-être que cette procédure administrative était trop longue pour eux et trop lourde, peut-être qu'ils ne pouvaient pas l'assurer. Peut-être qu'ils n'en avaient même pas connaissance. Voilà, c'est ça aussi. Oui, peut-être. Mais en tout cas, si vous voulez, les noms existent jusqu'à aujourd'hui. Donc après, il y a le 19e siècle, il y a le 20e siècle. Les gens gardent toujours le même nom, donc... Oui, mais après, il y a la descendance, le roi... oui, mais voilà. Mais oui, mais... Il y a des changements bien connus, et vous allez en parler dans pas très longtemps d'ailleurs. Il y a des gens à qui ça a posé suffisamment de problèmes, Ouais. ou dont le caractère péjoratif était suffisamment fort. Par exemple, là, vous avez parlé de Macquilène. En l'occurrence, pour ma part, je n'avais jamais fait le lien Voilà. péjoratif du nom Macquilène. Non, je sais. Mais je crois que vous allez en parler tout à l'heure. Ça fait 2 fois qu'on me dit ça. Une personne qui se porte ce nom-là me dit ça, qu'elle n'avait pas vu ça. Je suis surpris, hein, personnellement, mais je comprends. Mais voilà, c'est... Enfin, il y a des cas, et s'il faut... Enfin, moi, je suis très rassurée pour avoir pas vécu obligatoirement toute ma jeunesse en Martinique. J'ai aussi des amis en métropole, des métropolitains qui n'ont pas dépassé d'esclaves et qui ont eu des noms de famille qui ont eu à changer. Ah oui, complètement, oui. Oui, bien entendu. Non, c'est pas... Si vous voulez, les phénomènes de nom péjoratifs, c'est pas propre à la Martinique. Hein. C'est simplement là que je vous donne ce qui a été fait ici, puisque c'est le sujet de la conférence. Donc, il y a des noms, par exemple, on utilise des noms communs ou des groupes nominaux en relation avec la provenance de l'esclave. Donc ça, c'est plus spécifique à ici. Par exemple, on a donné des noms comme bateau, exili, sans place. Donc ça, c'est plus lié à la situation, au contexte vraiment martiniquais. Alors, il y a aussi des noms qui ont été issus des circonstances de dation. C'est-à-dire que la personne peut-être est arrivée en retard, on l'a appelée en retard. Bon. Il y a des gens qu'on a appelés registres. Voilà. Il y a des gens qu'on a appelés néotiques ou énéotiques.
palindrome. D'accord? Voilà, on l'a appelé comme ça. Ces noms-là existent toujours, hein, avec des orthographes un peu différentes. Celui-là aussi. Palindrome. Nitélube. Bulletin. Ah oui. Il y a aussi Eric Mock. Alors, Eric Mock, c'est compère. Donc, c'est une anagramme plutôt d'adjectif, effectivement. C'est pas forcément lié à la circonstance de datation du nom, comme là. Puisque Eric Mock, c'est plus ancien aussi. Donc, vous avez des noms comme Manla ou Présent. Donc, c'est vraiment le contexte, quoi. On a appelé la personne, oui, Manla. Alors, on va donner Manla. Allez, hop, on lui donne Manla. Vous avez ça dans le livre de Glissant, 4e siècle. Alors, les noms formés à partir du créole, justement, puisqu'on vient d'en parler. Alors, il aurait été surprenant que la langue principalement utilisée entre maître et esclave ne fût pas présente parmi les noms de famille des axes d'affranchissement ou d'individualité. Le créole est en effet la langue maternelle non seulement des esclaves, tout au moins ceux qui sont nés en Martinique, c'est-à-dire 93% de notre corpus, mais aussi des béquets, qui sont très souvent élevés par des nourrices, faisant partie de la domesticité de couleur, l'EDA, qui fréquentent les enfants esclaves de l'habitation. Donc ce qui pourrait étonner, c'est que justement ces types de noms ne soient pas plus nombreux, des noms issus du créole. Toutefois, il faut se souvenir de plusieurs éléments quant à ce recours parcimonieux au créole pour former les noms de famille. Les agents d'état civil ne sont en effet qu'en partie des créoles blancs ou des hommes de couleur, l'autre partie d'entre eux étant constituée de métropolitains qui ne maîtrisent sans doute pas la langue créole. D'autre part, l'idéologie de fusion qui devait présider à la datation des noms à partir de 1948 ne s'accordait pas vraiment avec des noms connotant une appartenance créole, puisque ce qui était visé c'était une intégration dans l'ensemble français, y compris d'un point de vue linguistique, d'où l'importance des noms à consonance française dont on a déjà parlé. En tout état de cause, ces noms qui ne connaissaient pas avant 1948 non plus les faveurs de l'enregistrement à l'état civil, même s'il est concevable que les surnoms utilisés dans la vie de tous les jours, devaient réserver une plus large part que les patronymes au recours au créole. Alors, donc certains noms peuvent provenir, comme dans beaucoup de systèmes anthroponymiques de par le monde, donc là c'est en créole, de mots ou d'expressions prononcées fréquemment par la personne dans la conversation courante. Exemple, Milabel, Sabel, c'est des noms de famille, hein. Ou bien des paroles employées par l'entourage des personnes afin de les désigner. Donc on revient à la problématique du métier, avec une particularité plus ou moins péjorative, caractérisant la personne. Métrasli, Lilas, c'est des noms de famille, hein. Lilas, L-I-L-A-2-S-E. Voilà. Alors, une autre catégorie, on a presque fini, les noms à étymologie non identifiable. Alors, sous cette appellation quelque peu insatisfaisante pour le chercheur, nous avons regroupé un certain nombre de patronymes qui ne sont pas sans susciter des questions auxquelles il n'est pas aisé de répondre. Leur nombre global dans les actes d'individualité étant très important et pouvant constituer parfois la majorité des noms attribués dans une commune, comme c'est le cas au Lorrain, il nous semble utile de leur consacrer une rubrique spécifique. Alors voici tout de suite un échantillon qui vous permettra de mieux saisir le côté très particulier et même surprenant de ces noms. Binocuste, Roldegoise, Dobisgodoir, Chafaugrac, Crozonoc. Vous connaissez peut-être le dernier. Il y a une épicerie qui s'appelle comme ça à la sortie de Lorrain, Crozonoc. Ouais. Alors ces patronymes constituent d'après nous un corpus qui relève de ce qu'on appelle en linguistique la consécution lexicale, autrement dit l'assemblage de syllabes ou de lettres sans recherche de sens. En psychologie, une définition vieillie de la consécution est « suite de représentations empiriques et sans lien rationnel », correspond exactement au processus de création anthroponymique ici à l'œuvre. D'autres formations linguistiques particulières, on le retrouve dans certains cas le créole, furent également à l'œuvre. Les noms commençant par mi, c'est, en, li ou avec le di au milieu. Donc exemple, mi-l'homme, mi-label, on a dit tout à l'heure, c'est moins, et les di cosaque. Les affairesses de substantifs et d'adjectifs, c'est-à-dire on a pris un morceau du nom et on a fait le nom de famille, donc calcitrante, qui vient de récalcitrante, dustriel, qui provient de industriel, colite, qui vient de acolyte.
On a utilisé aussi les anagrammes et palindromes de surnoms, de noms communs, de noms de lieux, de noms de personnages célèbres, comme Malartine, donc c'est Lamartine, Rinon-Père, Périnon, Schulchéry, on a rajouté un Y au nom de Schulcher, on a fait un nom de famille avec ça, Ténitri, c'est l'anagramme de Trinité. Il y a aussi des noms dérivés les uns des autres dans les actes d'individualité qui permettent dans de nombreux cas de prouver des liens conjugaux ou familiaux. J'ai parlé tout à l'heure de Ibrahim et Pacha, et là vous avez des gens qui sont nommés l'un à la suite de l'autre. Il y en a un qui récupère le nom Henrion et l'autre Noiran. Vous avez quelqu'un, un homme par exemple, on lui donne le nom Henrion, l'acte suivant c'est une femme, à peu près du même âge, on lui donne le nom Noiran. Et puis après on s'aperçoit qu'il y a des enfants, parfois on voit que dans la marge il y a un acte de reconnaissance d'enfants qui date des années après, 1854 par exemple, et du coup ces gens-là ils étaient ensemble en fait, ils étaient mariés femmes. Vous retrouvez les lettres, hein. Voilà. Donc le nom de la femme a été formé à partir du nom de l'homme. Mais c'est pas forcément mari et femme, ça peut être deux sœurs, ça peut être une mère et son fils. Donc on a fait des jeux linguistiques, donc ça fait des couples de noms comme ça, de gens qui en fait sont apparentés, et peut-être aujourd'hui on peut pas le savoir. Parce qu'entre Henrion et Noiran, il faut vraiment le savoir que c'était deux personnes enregistrées à la suite. Alors vous avez par exemple Sauvin et Vainville, vous avez Lichen et Lidard, vous avez Bled et Blédin. Donc les actes se suivent. Autre technique, les séries de noms commençant par la même lettre. Donc on a pris par exemple le préfixe R, on a fait Hermel, Hermès, Hermas, Herbin, voilà, donc tous les gens, on prend le préfixe et puis vas-y, on attribue. Didon, Dinux, Dilar, Didar, Dipar. Donc ça c'est obéissait à une directive ministérielle de 1838, ainsi qu'aux préconisations de Schellcher lors des séances de travail de la commission chargée de la préparation de l'abolition. Donc il y avait certaines idées en cours, des espèces de directives pour dire que voilà, on prenait une série de noms comme Jarin, Jarry, Jarrier, voilà, puis on balançait les noms comme ça. Mais ça était utilisé en complément de tout ce que je vous ai exposé, mais c'est pas majoritaire. Mais ça existe aussi, donc ça mérite quand même qu'on en parle. Alors j'arrive à la fin. Les patronymes attribués et non proposés par les affranchis eux-mêmes, donc on revient dans votre problématique, sont à notre avis plus particulièrement nombreux, donc les patronymes attribués sont particulièrement plus nombreux pour moi dans les catégories suivantes: les anagrammes et les modifications de prénoms et de noms de maître, donc là c'est forcément l'agent d'état civil ou l'entourage, les noms inventés, dérivés d'un autre, on vient d'en parler, les noms commençant par la même lettre, on vient d'en parler, les noms injurieux, mais aussi certainement des noms français, donc l'idéologie de la fusion appliquée par les agents d'état civil, et quantité de surnoms issus des mêmes typologies que ci-dessus. Par contre, ce libre choix du nom, ou plutôt ici ce choix des libres, concernerait à notre sens en priorité les noms français, volonté de s'insérer socialement. Ça peut arriver qu'un nouveau libre puisse proposer un nom français aussi, pour ça. Mais aussi les noms africains, là c'est forcément la personne qui propose, c'est pas l'agent d'état civil. Les noms caraïbes, donc survivance familiale ou affective, hein, on en a parlé. Également les noms d'une autre origine linguistique, ibérique, britannique, flamande, germanique, mais aussi, dans une certaine mesure, les surnoms de tout type, donc les noms tirés de l'histoire, de la géographie, l'antiquité, la littérature, l'environnement, même parfois les noms péjoratifs, si l'esclave était déjà connu sous ces surnoms avant l'abolition. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est caractéristique pour nous dans les patronymes des Martiniquais d'ascendance servile, même si certaines typologies peuvent se retrouver dans d'autres systèmes anthroponymiques, c'est l'abondance de noms tirés de l'Antiquité, les anagrammes, la survivance des patronymes africains aussi occupe une place non négligeable dans cette spécificité. Certaines créations linguistiques sont également propres aux noms martiniquais, qu'elles soient tirées du créole, de l'environnement naturel et humain, on l'a vu tout à l'heure, spécifique aux Antilles, du contexte géopolitique au moment de la datation des noms, ou tout simplement de l'imagination de l'agent d'état civil. Néanmoins, ces catégories, même en les additionnant toutes, ne constituent pas la majorité des noms des actes d'individualité. Ce sont les noms à consonance française qui furent les plus utilisés, contrairement à la Guadeloupe, où les noms à étymologie non identifiable sont les plus nombreux. Pour expliquer cette profusion de noms à consonance française dans les actes d'affranchissement et d'individualité,
Il faut faire confiance à la capacité de création anthroponymique des agents d'état civil, qui s'exprimaient à foison dans la fabrication d'anagrammes ou de surnoms plus ou moins péjoratifs ou de noms forgés de toutes pièces. Pourquoi ne se serait-elle pas additionnée en l'occurrence à celle des nouveaux citoyens pour engendrer aussi de vrais noms qui sonnent bien français? C'est le concept de plausibilité francophonique que nous avons évoqué plus haut en parlant des noms à consonance martiniquaise, à consonance française. Pardon. Alors notre souhait en tout cas que ces éclaircissements apportés par nos recherches permettent au plus grand nombre possible de Martiniquais de partir à l'assaut de leurs racines et d'accepter leurs origines, quelles qu'elles puissent être, à travers une meilleure compréhension de l'origine de leur patronyme. Alors voilà, je m'arrête là. Donc il y aura encore de nombreux approfondissements à faire. Pour cela, je renvoie à mes 2 livres. Et je pense que vous aurez aussi un certain nombre de questions supplémentaires à celles que vous avez commencé à poser, qui vont me permettre d'effectuer encore peut-être certains développements, s'il nous reste du temps. Alors, on y va. Est-ce que par exemple le nom de savon c'est lié à un métier, c'est un nom du Sud, hein, c'est lié à un métier, c'est lié à je sais pas, alors, antinomique, est-ce que vous avez des sur le nom, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des fonctions occupées par les personnes avant même leur affranchissement. Bon, savon, au niveau de l'hygiène, je sais pas tout ça. À mon avis, c'est plutôt une blanchisseuse. Ça me paraît le plus plausible, parce que c'était le 2e métier le plus courant après couturière au niveau des femmes. Donc je pense que savon, ça peut avoir un lien avec le métier de blanchisseuse. Vous avez un nom par exemple comme flambeau. Flambeau, c'est comme coureur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était chargé de porter les flambeaux pour éclairer les maîtres qui rentraient chez eux à la nuit, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez des noms, je dirais, des noms composés, qui sont par exemple, il y a un nom français auquel est composé un autre nom, comme par exemple Roi de Belle-Plaine, Roi Larentie. Alors, ça, c'est les noms de branches. Alors, oui, c'est ça. Oui. Alors, ça, c'est une pratique qui était au niveau des colons blancs. Puisque vous avez ce qu'on appelle les noms de branches. Vous avez, il y a Émile Alliot qui a écrit tout un article il y a très longtemps, mais on peut le trouver en archive, sur ça. Donc, vous avez, c'est-à-dire qu'il y a peu de familles, en fait, péquées qui sont arrivées. Et à un moment donné, avec les différentes branches, il fallait pouvoir différencier les gens, notamment pour des questions d'héritage. Donc c'est tous les noms de branches. Donc vous avez les Jeanne des Rivières, Jeanne du Rivaux, Jeanne de, je sais pas, des étages, vous voyez. Voilà, donc c'est une pratique utilisée déjà par les béquets. Vous avez ça dans le livre de... Comment il s'appelle l'éditeur, je perds son nom, je vais le retrouver. Sans mêler les miens... comment il s'appelle l'éditeur? L'éditeur martiniquais. Non, ça vous dit rien. Ça me revient. Donc, Desormeaux. Merci. Le livre de Desormeaux, il expose ça très bien, puisque lui, il y a gros Desormeaux, justement, dans sa lignée. Et donc, justement, c'est une pratique qui est passée ensuite chez les Blancs. Pas les Blancs. Les gens de couleur libre. Donc, c'était une pratique des Blancs qui est passée aux gens de couleur libre. Donc, c'est comme ça que vous avez Doens des Sablons, vous avez... qu'est-ce qu'il y a comme exemple encore Dumas Sablon, etc. Bon, ça, c'est des gens de couleur libre. Donc, soit ils associaient des noms de survenance dans la lignée, Ouais. soit ils associaient des noms de terre. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, je peux vous donner des références bibliographiques pour aller plus loin dans ça.